Bonjour Pierre. Bonjour Gilles. Encore une nouvelle chronique stéphanoise. On vous avait laissé il y a quelques jours avec les Dalga Bio. Aujourd'hui, on va parler des Lamézières, qui sont aussi un nom d'architecte célèbre de Saint-Étienne. C'est les architectes notamment des nouvelles galeries. Alors, vous allez nous proposer aujourd'hui donc de parler des Lamézières. Eh oui, et on va faire un bond d'un demi-siècle après le départ des Dalga Bio. On se souvient que Jean-Michel Dalga Bio a quitté Saint-Étienne au début des années 1830. Et lorsque son oncle, Pierre-Antoine, avait conçu le plan, on a dit Saint-Étienne, c'était 20 000 habitants. Et quand la Mézières arrive, on est à une cité de plus de 110 000 âmes. Donc vous voyez, la ville, en 80 ans, a bondi. Et c'est devenu la première ville industrielle de France, et qui a fait émerger des élites nouvelles. Mimard, puis plus tard la famille Guichard. Et en quelque sorte, ce sont ces élites nouvelles qui vont permettre à Léon Lamézière d'exprimer, j'allais dire, toute sa créativité. Lamézière, Léon, il était stéphanois, il venait à Saint-Étienne. Comment ça se passe? Quel est un peu son parcours? Alors, Lamézière n'est pas né à Saint-Étienne. Lamézière n'est pas né à Saint-Étienne. Il est plutôt né en Saône-et-Loire, une commune de... C'est un voisin donc. C'est un voisin, il est né en 1855. Un voisin, mais il est proche de la Côte d'Or et du vignoble. Alors, si on fouille un peu dans les registres, son père est parfois noté cultivateur, parfois noté voiturier. Ça dénote plutôt des origines modestes. Il n'est pas né avec une petite cuillère d'argent dans la bouche. Et en 1870, on retrouve le père comme terrassier dans la ville de Saint-Étienne. Et en 1874, le fils rentre à la ville comme dessinateur. Et là, sa carrière est fulgurante. Il ouvre en 1880 une agence d'architecture rue Marengo. Et en 1885, il est nommé architecte en chef de la ville. En 1902, il quitte le poste et ouvre une agence place Micarène. Alors quand on dit ouvre une agence, si un jour vous avez la curiosité d'aller aux archives municipales et que vous demandez à examiner le fond de l'agence Lamézière, vous serez extrêmement surpris. Ce n'est pas un homme seul. Il y a 13 personnes qui travaillent dans son cabinet, dont 5 architectes. Donc, c'est une véritable entreprise. Et de plus, son fils, lui, on sait, va suivre des études d'architecture aux Beaux-Arts à Paris et revient s'associer avec son père en 1905. Comment se situe l'action des Lamézières? Que j'allais dire, l'action des Lamézières, c'est une activité intense qui dépasse les limites de la commune. On ne travaille pas seulement sur Saint-Étienne. Et beaucoup de villes portent encore témoignage de leur travail par un intermédiaire qui est celui des nouvelles galeries. Car ils vont concevoir un tiers des nouvelles galeries qui se sont aménagées entre 1894 et 1930. On parle de toute la France là. On parle de toute la France. Il y a des bâtiments, je crois qu'il y a un bâtiment Lamézière à Moulins, enfin il y en a dans 13 villes françaises. Est-ce que c'était toujours à peu près le même modèle ou alors, suivant les villes, ça variait suivant un peu la topographie? Non, j'allais dire, on retrouve toujours le modèle avec la tour ronde, un puits largement éclairé de lumière et un escalier central. J'allais dire, on avait déjà l'idée d'une certaine standardisation, entre guillemets. Et surtout, ils vont émerger comme architectes de famille. C'est-à-dire que dans cette élite qui se développe à Saint-Étienne, eh bien les Lamézières sont associés à tout. Ils construisent l'usine, l'hôtel particulier, et même l'immeuble de rapport,
et même parfois le tombeau familial, et aussi quelques cités ouvrières. Ce qui veut dire que c'était une époque où il y avait énormément de travail sur Saint-Étienne. Il y avait énormément de travail sur Saint-Étienne, et j'allais dire, les Lamézières, leur grand mérite a été de comprendre un petit peu ce désir de développement sans ostentation. Il faut quand même retenir qu'à quelques exceptions près, les bâtiments conçus par la Mézières sont d'une relative, je dis relative, discrétion. Et relative discrétion. Donc à l'époque, les commandes affluent. Et oui, et le père et le fils se complètent admirablement. Le père, j'allais dire, c'est l'homme de terrain. Il est méthodique, il est organisé, il a une capacité de travail et de surveillance très ferme. J'ai pu lire quelques lettres échangées au moment de la construction des nouvelles galeries de Saint-Étienne entre le cabinet Lamézière et les entreprises qui y travaillaient. Je peux vous dire que Léon Lamézière, il ne faisait pas bon bosser avec lui. C'était clair, c'était assez ferme. Et puis, il y a des bâtiments qu'on leur doit, comme la Loire républicaine, la condition des soirs, l'aménagement du Palais Mimard, etc. Et également la Chambre de commerce et la Banque de France. Donc on peut aujourd'hui voir, en levant un peu la tête, pas mal d'œuvres des Lamézières. Ah oui. Donc je l'ai dit, et c'est grâce à la famille de Morger-Canorbe qui détenait les nouvelles galeries. Léon Lamézière était associé, faisait partie du conseil d'administration des nouvelles galeries, et c'est bien comme ça qu'il a pu imposer son modèle de construction et de magasin. À l'époque, leur renommée dépasse donc Saint-Étienne. Ah oui, de très loin. Le cabinet connaît une notoriété nationale, je peux voir. Ah oui. Donc c'est grâce en partie aux nouvelles galeries qu'ils ont acquis cette renommée. Ce qui ne les a pas empêchés de construire d'autres bâtiments en dehors de Saint-Étienne que les nouvelles galeries. Mais c'est d'abord parce que les nouvelles galeries les ont fait connaître qu'ils ont pu s'imposer. On peut dire que c'était leur tremplin. Voilà. C'était plus qu'un architecte. Ah oui, Léon Lamézière, c'est bien plus qu'un architecte, c'est un homme d'affaires. Alors, on a vu avec les dalles Gabiot, l'axe nord-sud se créer. À l'époque de Lamézière, on va voir se renforcer un axe, grosso modo, entre le centre-ville et Château-Creux. C'est le percement de l'avenue de la Libération, qui a pu se faire d'ailleurs parce que l'Hôtel Dieu a été transporté à Bellevue. Et Léon Lamézière, évidemment, ne pouvait pas être absent de ces opérations. Alors il a fondé une société, on pourrait dire de promotion immobilière, dont il est à la fois l'architecte, le maître d'œuvre, etc. L'administrateur principal également. Voilà, et on peut voir ces immeubles aujourd'hui, du 23 au 29 avenue de la Libération, qui sont de la construction du cabinet Lamézière. Et finalement, on a vu beaucoup de choses on peut parler de grandiose, puisqu'on est dans les bâtiments, et puis finalement, il n'y a pas une fin très très heureuse. Et non, la fin n'est pas très heureuse. Le cabinet va connaître quand même un drôle de destin, puisque Marcel, le fils, l'artiste, si je puis dire, celui qui complétait si admirablement son père, décède à l'âge de 44 ans. Et Lamézière va bien avoir du mal à surmonter cette mort. 2 ans plus tard, il va céder le cabinet à 2 de ses proches collaborateurs, Pierre Masse et Francisque Martin. Pour lui, le ressort est définitivement classé. Et il se retire à Annonay. À Annecy. Annecy, pardon. Pourquoi je parle d'Annonay? Ah oui, à force de parler sur la route, il a dû y passer. Oui, à force de parler des dalles Gabiot, on parle d'Annonay. Il s'éteint en 1941. Et Saint-Étienne, bien évidemment, ne pouvait pas moins faire que lui donner le nom d'une rue, la Terrasse.
Rue donc Léon Lamézière, à la terrasse. Quand on se promène dans Saint-Étienne, donc on a quand même pas mal de traces de ce passé avec des bâtiments imposants de la Mézière. Alors, je crois, oui, enfin, on a cité l'immeuble de la Condition des Soirs rue d'Arcole. On peut citer la Bourse du Travail, qui est un bâtiment remarquable. Également, oui. Une partie de l'hôpital de Bellevue. Des morceaux de la Charité. Et puis, j'oublie certainement encore quelques grandes réalisations. On a parlé des Dalgabio, on a parlé des Lamézière. Est-ce qu'il y a d'autres noms qui se détachent dans un passé un peu plus récent? Alors, plus récent, je sais que j'ai toujours tendance à aller aux archives, donc pas forcément dans le plus récent. On pourra parler... Hier, c'est les archives. Hein. Voilà, on pourra parler un jour de Joanie Morin, Ouais. qui a construit notamment l'immeuble des Martres. Ouais. Et puis de Auguste Bossu, qui, de tête, doit être l'architecte de l'immeuble sans escalier. Mais il faut que je le vérifie. Est-ce que vous avez déjà une idée sur quoi vous travaillez pour les prochaines chroniques? Non, mais pour les prochaines chroniques... Est-ce qu'on va parler un jour de tout ce qu'on... La renommée de Saint-Étienne, des fusils de Saint-Étienne? Alors, on pourrait parler de la Manu. Ouais. On a déjà eu des articles sur le titre. Oui, on pourrait parler de la Manu. Et puis, on pourra parler, parce que c'est quand même intéressant, un peu de ce qu'on appelait les élites stéphanoises, c'est-à-dire ceux qui détenaient le pouvoir économique, et la manière dont, j'allais dire, elles ont évolué lorsque le ruban est devenu minoritaire dans le développement stéphanois. Voilà, c'est une analyse un peu. Il y a aussi un beau parallèle aussi au niveau de la rubannerie et puis tout ce qui est tissu. Hein, c'est le parallèle entre Saint-Étienne et Lyon. Tout à fait. Oui. Parce que j'ai lu qu'avant d'être en guerre pour le football, on était deux cités amies. Oui, enfin... On se rendait des services, quoi. Ben, disons qu'on se rendait des services, il y avait quand même une domination lyonnaise pour partie sur la rubannerie stéphanoise. Il ne faut pas quand même... Ah, ils sont plus grands que nous. Hein. Oui. C'est la voix du plus nombreux. Dernière question, Pierre, avant de vous laisser partir. On voit toujours à l'image Chronique stéphanoise. Vous m'aviez parlé d'un second tome, on en est où? Ah ben, il faut que je demande à mon éditeur. Vous avez de quoi en remplir bien un deuxième. Hein. Ah oui. L'ensemble des textes du deuxième sont chez l'éditeur. Eh bien, très bien. Dès que vous avez des nouvelles, vous nous tenez au courant. Absolument. Pierre, merci beaucoup pour ces leçons d'histoire, ces clins d'œil à l'histoire. Pendant quelques minutes, on fait revivre un peu le passé stéphanois et puis on se tourne aussi vers l'avenir. Merci beaucoup, Pierre. À bientôt. À bientôt, Gilles. Bonne journée.